pur et dur. Et il est le premier à mesurer la mémoire. Il mesure la mémoire. Il la mesure dans un contexte très particulier. Ce sont des syllabes sans signification. Et il veut atteindre en fait l'essence même de la mémoire. Donc Hermann Ebbinghaus, c'est un auteur très très connu. Et puis sur la droite sont des photos dont je suis très fier parce que je les ai prises à Moscou, dans les faubourgs de Moscou. Et ce que vous voyez en bas, c'est la clinique, l'ancienne clinique, d'un neuropsychiatre russe qui s'appelait, si vous lisez le cyrillique, Sergueï Korsakov. Sergueï Korsakov, le syndrome de Korsakov vous dit peut-être quelque chose. Il est décrit chez des grands buveurs de vodka, des grands éthyliques, qui perdent la mémoire. Ils perdent la mémoire et Korsakov va soigner ces malades. Et tout en soignant ces malades, il va montrer que ces malades sont certes amnésiques, mais qu'ils ont des capacités de mémoire préservées. Et donc, il n'y a pas une mémoire, mais il y a différentes formes de mémoire. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et il écrit, alors vous voyez, les gens se connaissent parce qu'il écrit son texte fondateur en français. À l'époque, le français est une des langues scientifiques. Dans la revue dirigée par Ribot, qui est la revue philosophique de la France et de l'étranger. À l'époque, la philosophie est encore présente sur le terrain scientifique. Et puis, il va utiliser par la suite des méthodes d'Ebbinghaus avec ses malades, etc. Et notamment, Claparède va développer aussi ces approches-là en Suisse. Bon, je m'arrête pour l'historique un peu lointain. C'est juste pour que vous compreniez que la naissance des concepts, elle est assez ancienne. Et puis, il y a la guerre 14, il y a la Deuxième Guerre mondiale, et pendant toute cette période, les travaux, tout du moins dans ce domaine de la neuropsychologie, des neurosciences intégratives, sont très en retrait. Il y a juste un papier quand même qu'il faut citer. C'est un papier d'un nommé James Papez, donc qui donne son nom au circuit de Papez, qui est un des grands circuits de la mémoire. Mais c'est un article assez étonnant. Je l'ai relu in extenso il n'y a pas longtemps. C'est un article, vous voyez, où l'auteur décrit le circuit de la mémoire, enfin le principal circuit de la mémoire. Et dans ce texte, il n'y a pas écrit le mot mémoire. Vous voyez, c'était à une époque où on s'intéressait au grand lobe limbique, aux émotions, et on cherchait la localisation cérébrale des émotions. Et donc Papez était tellement obnubilé par rechercher les émotions dans le cerveau qu'il décrit un circuit qui est pourtant le circuit de la mémoire, c'est-à-dire quand on a des lésions de ce circuit, on a des troubles de mémoire, on devient amnésique, et il passe à côté. Vous voyez, c'est amusant. Hein. Quand on cherche quelque chose, on le trouve, mais... Alors, j'ai sauté une dia. Alors, là, on arrive dans les années 50-60, et ce que vous voyez là, c'est 2 personnes et un lieu. En haut, c'est une personne qui s'appelle Brenda Milner. Alors, Brenda Milner, c'est une personne assez attachante, c'est une Anglaise. C'est une Anglaise d'Angleterre qui émigre assez jeune au Canada et qui va faire sa carrière à l'université McGill, certains d'entre vous ont peut-être fréquenté, et à l'Institut neurologique de Montréal que vous voyez en photo ici. Alors Brenda Milner vient de fêter ses 100 ans. C'est une neuropsychologue très véhémente, très présente sur la place publique, la place scientifique. Et si vous allez voir le site dans son labo, elle cherche toujours des doctorants et des post-doctorants. Et le matin, à 7 h du matin, elle est dans son labo pour faire ses manips. Alors, Brenda Milner, elle est connue notamment, pas uniquement pour ça, mais pour avoir suivi pendant une partie de sa vie un patient que vous voyez en médaillon, là, qui est connu, qui a été longtemps connu sous les initiales HM. HM pour Henri Molaison. Henri Molaison, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une histoire extrêmement connue. Hein. Henri Molaison, on a connu son identité à sa mort en 2008, hein, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une histoire très très connue. C'est un patient qui est victime d'une épilepsie pharmacorésistante, une épilepsie très très grave. Et un chirurgien, comme c'est le cas à l'époque, qui s'appelle Scoville, décide de l'opérer d'une double hippocampectomie. C'est-à-dire qu'on lui enlève les hippocampes, hein, qui est une région
hein, vous savez, très importante pour la mémoire, mais à l'époque, on ne savait pas bien. Et après cette opération, eh bien, Hachem va plutôt mieux, c'est-à-dire qu'il fait moins de crises. Sur le plan de la personnalité, de l'intelligence, etc., il va bien. Par contre, il devient amnésique. Il devient amnésique, et avec les deux volets de l'amnésie, c'est-à-dire une amnésie rétrograde qu'on ne sait pas bien mesurer à l'époque. Rétrograde, c'est-à-dire qu'il perd une partie de son passé. Et puis surtout une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à former surtout de nouveaux souvenirs. Les connaissances, on ne sait pas bien, parce qu'à l'époque, on ne sait pas bien mesurer ça de façon très fine. Mais en tout cas, il a vraiment une amnésie antérograde. Et pourtant, alors ça, c'est le cœur un peu du sujet de Brenda Milner. Elle montre qu'Hachem, même s'il est très amnésique, il est très très amnésique. Quand je dis que quelqu'un est amnésique, c'est que le patient ne forme pas de nouveaux souvenirs. C'est pas oublier ses clés, vous voyez, ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment très très sévère. Et bien pourtant, alors ça c'est l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de l'étoile en miroir. Alors vous voyez, il faut vous représenter la scène, c'est censé représenter Hachem. Il a sa main qui est cachée, vous voyez, derrière une sorte de porte-document, et il voit sa main uniquement en miroir, et il doit se déplacer dans cette étoile en miroir, mais évidemment en faisant tous ces mouvements à l'envers, ce qui n'est pas évident. Et ce que vous voyez dans le premier graphique du bas, c'est qu'il apprend, il fait plusieurs essais, il apprend progressivement. Et puis, il revient quelques jours plus tard, et vous voyez qu'il recommence à nouveau à apprendre, et puis, troisième jour, il arrive à un effet plancher. Alors, vous me direz, oui, c'est bien, il apprend, etc. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à chaque fois qu'Hachem se retrouve devant ce dispositif un peu particulier, il a l'impression de découvrir pour la première fois ce dispositif. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il a une amnésie déclarative. Vous voyez, il ne se souvient pas d'avoir vu ce dispositif, et pourtant, il a acquis une procédure en faisant la tâche à plusieurs reprises. Alors, la neuropsychologie, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va décrire chez des patients, alors des patients amnésiques ou des patients qui ont d'autres formes de maladies, ce qu'on appelle des dissociations entre des troubles de la mémoire qui sont très très sévères dans certains domaines, et puis au contraire, des capacités préservées dans l'autre. Quand on utilise différents outils, alors bien sûr tout ça dans un cadre théorique, on ne va pas mettre en opposition des choses qui n'ont rien à voir. Alors c'est de là que naissent ces différents termes, mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire procédurale, mémoire déclarative, mémoire explicite, mémoire implicite, mémoire épisodique, sémantique. Je ne vais pas vous parler de tout, parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps. En une demi-heure, je ne vais pas vous parler de tout, mais je vais prendre quelques exemples. Et je prends cet exemple parce que c'est un auteur que j'aime bien, Endel Tulving, qui est un vieux monsieur. Aujourd'hui, lui, il vient de fêter ses 90 ans. C'est un auteur d'origine estonienne et qui a fait une grande partie de sa carrière à Toronto. Toronto, si vous travaillez sur la mémoire, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est une ville du Canada où il y a beaucoup de travaux sur la mémoire. Enfin, il y a une véritable école dans le domaine de la mémoire. Alors, là aussi, les travaux d'Endel Tulving, ils sont beaucoup liés à un patient qui s'appelait Ken Cochrane, qui est décédé en 2014 et qui a été longtemps connu, lui aussi, par ses initiales Kissy. On l'appelle Kissy. Alors Kissy, cette photo, vous voyez, elle est très bien parce que on voit que c'est un homme intelligent, il est en train de jouer aux échecs, il a une intelligence parfaite. Lui, l'origine de sa pathologie, ce sont des accidents de la voie publique. Il était mécanicien, il conduisait des motos, des buggy, et puis il a eu plusieurs accidents, dont un accident qui a provoqué de nombreuses lésions temporales internes, notamment de l'hippocampe. Et à partir de là, il a développé un syndrome amnésique très important. Et très important, très invalidant et définitif. Et alors, ce que va montrer Endel Tulving, c'est donc par des artifices très, très variés, que là aussi je ne vais pas détailler, mais c'est que ce patient, il a une amnésie rétrograde, une amnésie de son passé,
essentiellement épisodique. C'est-à-dire qu'il ne se souvient, il n'a pas de souvenir personnel, il n'a plus de souvenir à lui. Par contre, il a conservé ses connaissances du passé. Et puis, dans la composante antérograde de l'amnésie, il ne peut pas former de nouveaux souvenirs, il est complètement perdu, il n'a plus de souvenirs, il ne peut pas former de nouveaux souvenirs. Par contre, il forme de nouvelles connaissances. Alors ça, c'est quand même très intriguant. Et tout au long de sa vie, donc Tolving va montrer, à la fois avec des tâches expérimentales, mais également avec des choses très simples de la vie courante. Il va montrer, par exemple, qu'ici peut avoir une discussion sur le sida, sur Internet. Quand je dis sur Internet, c'est sur l'objet Internet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change dans nos sociétés, etc. Vous voyez, des concepts qui sont pourtant apparus après son accident. Donc, en clair, il ne forme pas de souvenirs, mais il forme des connaissances. Ça, c'est une photo de Kissy après que ses parents soient décédés. Donc, il est dans une maison de retraite. C'est une photo qui est très émouvante. Vous voyez, il est complètement perdu. Et il est au milieu de sa chambre avec plein de petits papiers qui lui disent ce qu'il doit faire. Alors, quand je vois cette photo-là, il y a ce que je viens de vous dire. Vous voyez, il y a l'impossibilité de former des nouveaux souvenirs. Il y a l'impossibilité de consulter ses souvenirs personnels. Et puis, il y a encore autre chose qui va être décrit pour la première fois avec lui. Alors, c'est un article, d'ailleurs, assez surprenant, qui est paru pourtant dans une grande revue. Ce sont des conversations entre Handel Tolving et Kissy sur le futur. Qu'est-ce que c'est que le futur? Alors, il y a toute une série de discussions sur la notion de futur. Le fait que le futur va évoluer en fonction du temps qui passe, etc., avec des événements, etc. Par contre, que le passé est figé, etc., qu'on ne peut pas changer le passé. Etc. Donc, la notion de futur est conservée. Par contre, ce qui est très important, c'est que Kissy ne peut pas se projeter dans le futur. Et donc, la mémoire épisodique, ça devient une difficulté, non pas simplement à voyager dans le passé, mais ça devient une incapacité ou une difficulté plus ou moins grande à voyager dans le temps. Donc la mémoire, ça devient ça. Hein. Vous voyez, c'est très différent. Et ça va entraîner beaucoup de travaux donc avec des outils modernes de neurosciences cognitives. On va essayer de comparer les régions cérébrales, notamment, qui sont impliquées dans le passé et dans le futur. Projection dans le passé, projection dans le futur. Et ça va réhabiliter beaucoup la notion de mémoire du futur, de mémoire prospective. Et très simplement, hein, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites avec votre mémoire quand vous vous levez le matin, quand vous posez le pied à terre? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez à ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans? Je ne dis pas que vous n'y pensez pas, hein. Mais ce qui va vous préoccuper, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Hein. Vous voyez, votre mémoire, elle est prospective. Alors, elle va s'alimenter évidemment de vos représentations passées, de vos souvenirs, de ce qui s'est passé la veille, tout ça c'est important. Vous voyez, ça va changer complètement le vecteur, hein, de la mémoire. Et ça, c'est en partie, dans son infortune, hein, c'est en partie grâce à des patients comme Kissy et beaucoup d'autres. Ça, c'est un petit schéma qu'on avait publié avec des collègues, puis qu'on a remis à jour régulièrement. Je ne vais pas tout détailler. Bon, la mémoire de travail, ça doit vous parler un peu, c'est la mémoire du moment présent. Là, tout de suite, on fait tous fonctionner notre mémoire de travail, parce que j'essaie de vous expliquer quelque chose, et donc vous maintenez, vous voyez, pendant quelques secondes, l'information présente pour comprendre le fil de mon discours. Puis moi, je fais la même chose pour que mon discours soit cohérent. Là, c'est la mémoire procédurale, et qui est en lien avec... c'est surtout là-dessus que je vais insister. 3 systèmes de mémoire. La mémoire perceptive, ou les mémoires perceptives, qui sont des mémoires assez rudimentaires, même si elles sont très complexes, hein, sur le plan du fonctionnement du cerveau, mais
c'est le fait de maintenir des informations à un niveau perceptif. C'est très utile, hein. C'est-à-dire que vous avez des images dans la tête, des images qui sont plus ou moins spatialisées, et ça va vous permettre de vous orienter, de reconnaître des formes, des visages, etc. Et puis, au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances générales. Cette fois-ci, il y a beaucoup de sens, hein, il y a beaucoup de signification. Mémoire des connaissances générales sur le monde et sur soi. Connaissances générales sur moi. C'est-à-dire ce que vous venez de faire, vous m'avez présenté sans donner de détails de ma vie. Hein, vous avez dit, bon, je suis professeur, etc. Vous voyez, vous êtes resté à un niveau de généralité. Hein, ça aussi, c'est la mémoire sémantique. C'est une généralisation sur moi. Puis ici, tout en haut, c'est la mémoire épisodique, qui est un peu sacralisée. Vous voyez, ce serait la plus belle, c'est la mémoire des souvenirs. C'est mes souvenirs, c'est à moi. Hein. C'est à moi, c'est mes souvenirs à moi. Je force le trait, vous verrez pourquoi après. Alors, ce que je viens de vous dire, là, c'est pas neutre. Ça a l'air tout simple, mais c'est pas neutre, parce que vous voyez, les flèches, elles vont dans ce sens-là. Et puis après, il y a des rétroactions, parce que ce ne sont pas des boîtes, hein, c'est un schéma, mais ce ne sont pas des boîtes. Tout ça, ça bouge sans arrêt en fonction de mes intérêts, de mes aspirations, de l'environnement. Si je suis devant vous, je sais que vous êtes doctorant, vous êtes des personnes qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, je ne me comporte pas de la même façon qu'à un autre moment, même de la journée. Ça ne veut pas dire que je suis complètement différent, je suis quand même le même, mais je me comporte différemment. Et donc, je fais appel différemment à mes systèmes de mémoire. Alors, vous voyez, ça monte comme ça, et puis ça se transforme au fil du temps. Mais ce qui est important, c'est que ça monte comme ça. Alors, ça monte comme ça c'est très important. Ça veut dire que je pourrais former des connaissances sémantiques sans former des souvenirs. Oui, c'est une drôle d'idée. Alors, c'est l'idée qu'ici, vous voyez, qui peut parler du sida, qui peut parler d'Internet. Mais ceci dit, vous pouvez me dire, oui, mais qu'ici, avant d'être malade, il connaissait déjà beaucoup de choses. Donc, ces nouvelles choses se sont agrégées sur des connaissances qu'il avait avant. D'accord. Vous verrez que ça, je pense que c'est important quand on est doctorant de comprendre ça, chaque approche que l'on a, elle est toujours critiquable. C'est-à-dire qu'on a besoin de plein d'approches pour arriver à avancer vraiment. Donc, les syndromes amnésiques de l'adulte, on peut se dire, non, c'est quand même problématique pour en tirer des déductions théoriques fortes. Alors, il y a ce papier qui est très important, qui est paru dans Science il y a une vingtaine d'années, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu des numéros spéciaux ensuite de revues à propos de ce travail. Alors ce travail, je ne le détaille pas parce que ce serait trop long. Je vous explique juste le principe. C'est une neuropédiatre anglaise qui s'appelle Faraneh Varghakadem, puis d'autres auteurs à la fois anglais et américains qui décrivent trois patients, dont un qui va être très étudié par la suite. Alors je vous raconte un peu son histoire pour la suite. C'est un patient qui s'appelle John. Et John, il est victime de lésions néonatales, c'est-à-dire juste après la naissance, des hippocampes. Alors tout ça est documenté, il y a des IRM qui sont faites, etc. Mais dans ce premier papier, ces enfants sont décrits à l'adolescence. Quand ils ont une douzaine d'années, ils viennent consulter avec leurs parents parce qu'ils ont des problèmes de mémoire. Alors, quelle est l'histoire de ces patients-là? Et depuis, on a décrit beaucoup d'autres enfants comme ça, y compris à des stades beaucoup plus précoces. Alors, les enfants ont des lésions massives des hippocampes. Comment se développent ces enfants? Alors, premièrement, ils ont une première enfance qui est strictement normale. Ils apprennent à marcher. Vous voyez, 18 mois, enfin... Bon, vous me direz, ça n'a rien à voir avec la mémoire. D'accord. Ils apprennent à parler. Vous me direz, le langage, ça n'a rien à voir avec la mémoire. D'accord. Ils commencent à aller à l'école maternelle. Oui, l'école maternelle, c'est-à-dire le monde. Le monde, les relations entre les gens. Pas de problème. Alors, vous pouvez me dire,
Oui, mais il y a une plasticité cérébrale. Oui, il y a une plasticité cérébrale. Donc on va dire, ben, écoutez, c'est la plasticité cérébrale qui fait qu'il y a d'autres régions qui compensent. Enfin, il y a des tas de mécanismes qui se mettent en place, et puis tant mieux. Sauf que vers l'âge de... C'est toujours pareil, parce que maintenant on a décrit beaucoup d'enfants comme ça, y compris dans mon laboratoire. Et à Paris, quand mon labo était à Paris, avec Necker, avec l'hôpital Necker, eh bien, vers l'âge de 5-6 ans, 7 ans, l'exemple typique, c'est l'enfant qui rentre de l'école avec son pantalon tout déchiré. Alors ses parents lui disent qu'est-ce qui t'est arrivé. Et l'enfant ne se souvient pas de ce qui est arrivé. Il ne peut pas dire c'est un autre qui m'a poussé ou je me suis écorché à une barricade ou un fil barbelé. Il ne se souvient pas. Et ensuite, les choses continuent comme ça. On s'aperçoit que ces enfants ont des troubles de mémoire épisodiques. Oui. Et ils continuent d'apprendre. Ils continuent d'aller à l'école et ils continuent d'apprendre. Alors ça pose plein de problèmes très intéressants. Hein, ce qu'on va appeler l'amnésie infantile, tout ça, qui est une amnésie normale hein, chez nous tous. On est tous amnésiques de notre enfance. Alors vous voyez comment là, la description de ces enfants amnésiques, ça permet aussi de nous poser des questions sur notre propre fonctionnement amnésique. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec des étudiants à Paris. C'est une petite fille qui a plus d'hippocampe. Vous voyez les deux trous, là, il n'y a plus d'hippocampe. Et cette petite fille, on lui a appris des tas de choses. On lui a appris une chose là, essentielle, c'est ce que c'est qu'un macareux. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un macareux. C'est bien dommage. On lui a appris que c'était un oiseau qui ressemblait un peu à un perroquet. C'était pas de la famille des perroquets, mais ça ressemblait, qui avait un bec rigolo, qui vivait dans les falaises, qui faisait son nid dans les trous de lapin, etc. Et la petite fille a appris tout ça, sans avoir aucun souvenir de comment, où, avec qui, etc. Et on lui a appris comme ça des tas de choses. Ça, je ne vais pas avoir le temps, je vais passer. Si vous me posez des questions sur le syndrome amnésique transitoire, je vous répondrai, je vais passer. Ça, c'est juste une petite incursion pour vous dire que moi, je travaille chez l'humain, mais on a tout de même beaucoup de relations avec nos collègues et amis qui travaillent chez l'animal, toutes sortes d'animaux. Alors, les animaux les plus faciles à étudier en laboratoire sont les rongeurs, les petits rongeurs, les rats, les souris, etc. Mais il y a des travaux qui sont faits avec d'autres espèces animales qui sont très, très intéressants. Donc il y a des collègues, vous savez, à Caen, qui travaillent sur des mollusques, comme les poulpes, les seiches, etc. Et puis ici, c'est une collègue de Cambridge, qui s'appelle Nicolas Clayton, qui travaille sur ce petit oiseau, qui est un petit corvidé. Hein. Ça ressemble à un merle, mais en fait, ce n'est pas un merle, c'est plus proche du jet, vous voyez, du jet, de la pie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cet oiseau, eh bien, on a montré que cet oiseau a une mémoire épisodique laïque. On va rajouter laïque parce que cet oiseau n'a quand même pas une mémoire forcément qu'à tous les stigmates de la mémoire épisodique humaine. Alors, je vous ai parlé de mémoire épisodique. On peut observer aussi des altérations d'autres formes de mémoire dans d'autres maladies. Ici, c'est un texte très ancien d'Alzheimer. Alzheimer, il a décrit la maladie d'Alzheimer en 1907. Il y avait une première patiente qui a été décrite, puis il a décrit d'autres patients. Et cette description, elle est assez intéressante. Alors, c'est ce journalier, 54 ans, vous voyez, c'est un homme qui n'est pas âgé. Les premiers patients d'Alzheimer sont des personnes qui ont la cinquantaine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les questions qui sont posées par Alzheimer. Les questions sont à la limite plus intéressantes que les réponses. Quelle est la couleur du sang, la couleur de la neige, du lait, de la suie, combien de pattes a un veau, combien de jambes a un homme, où vit un poisson. Puis après, il a ce qu'on appelle une écholalie, il se met à répéter les questions. Donc, vous voyez, on peut perdre le sens du monde autour de nous. Alors, c'est vrai dans la maladie d'Alzheimer, puis c'est encore plus vrai dans une maladie qu'on appelle la démence sémantique.
Ça, c'est un travail que j'aime bien, qui est très simple. Les expériences très simples sont les plus intéressantes. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Quand on est doctorant en biologie, est-ce qu'on connaît cet outil-là? Non? Ça vous dit quelque chose? C'est un presse-purée, anglais. Hein. Mais bon, je pense qu'on peut trouver ça dans une quincaillerie. Alors, là, c'est la fonction, on va étudier la fonction. Là, c'est un faux ami, c'est le destinataire. Et puis ici, c'est l'action qui est nécessaire. Alors, vous arrivez dans une maison, vous avez loué une maison pour le week-end, et vous avez une envie irrépressible d'écraser de pommes de terre. Ça peut arriver. Hein, vous avez vos amis, vous voulez leur faire un écrasé de pommes de terre, et puis il n'y a pas d'écrase purée, de presse purée, de trucs pour écraser les patates. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un marteau? Vous prenez un fer à repasser? Non, hein. Vous prenez une fourchette. D'accord? Pour les pommes de terre, donc ça c'est le destinataire, d'accord? Et puis le geste que vous faites, eh bien vous faites plutôt un geste comme ça, d'utiliser une ventouse. D'accord? Ici, vous avez des sujets contrôle, âgés. Ici, vous avez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et ici, vous avez des patients qui sont un peu borderline, c'est-à-dire des patients dont le diagnostic est incertain. On va dire qu'ils ont un mild cognitive impairment. Ce sont des patients qui ont déjà des petits symptômes qui vont certainement s'aggraver et qui vont développer une maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez que on voit déjà des petits signes comme ça de troubles de la mémoire sémantique de façon très précoce. Alors, dans mon unité de recherche, on a beaucoup travaillé pour à la fois montrer ces symptômes très précoces et puis montrer également les modifications cérébrales qui étaient liées à ces troubles très précoces. Donc ça a un peu révolutionné, j'ai encore 3 minutes, hein, ça a un peu révolutionné la perception de ces maladies-là, hein, parce qu'on considérait que c'était des démences globales. En fait, ce n'est pas vrai. Hein, ce sont des petits troubles cognitifs très subtils qui surviennent dans un premier temps et que l'on peut mettre en lien avec des modifications du fonctionnement cérébral. Alors ça, c'est une autre façon d'utiliser l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser chez le sujet sain, contrôle, en proposant des tâches cognitives à ces personnes. Alors ça, c'est un papier qui est très célèbre, qui a été primé. Vous voyez, cette personne qui est là, elle se pose plusieurs questions. Et elle visite sa mémoire autobiographique, ses souvenirs. Elle imagine un pique-nique à venir, se projeter dans le futur. Et puis, là, je ne vais pas développer ça irait trop loin. Et puis ici, la personne essaie de comprendre à quoi pense la personne qui est là. Essaie de rentrer en quelque sorte dans ses pensées. Ce que je fais avec vous tout de suite, hein, je vous regarde, je vous surveille les uns les autres, puis j'essaie de voir si vous me suivez ou si vous êtes complètement perdu. Mais c'est une hypothèse. Hein. Je ne peux pas lire, je n'ai pas un scanner ici. Hein. Je n'ai pas une IRM, je ne peux pas lire. Mais je fais une théorie comme quoi, grosso modo, sauf ceux qui sont trop loin, mais sauf si je les vois lire dans leur smartphone, ça m'énerve un peu, mais bon, je suis bien obligé de faire comme ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces différentes situations, on voit que les activations cérébrales sont très proches. Voilà. Bon, ça, c'est le travail qu'on avait fait ici. Ça, je vais passer. Ça, c'est un travail très simple. Puis je vais finir par ça. Très simple. C'est une dame qui a une maladie d'Alzheimer à un stade très sévère. Elle a plus de 80 ans, cette dame. Et on lui montre des photos. À chaque fois, c'est elle à des moments de sa vie différents. Et on lui dit, où est-ce que vous êtes sur cette photo? Où est-ce que vous êtes? Et la dame, elle dit, je suis là. C'est moi, ça. Et puis, j'ai discuté avec l'auteur, Stan Leclin. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis et cette photo-là? Alors, ça l'amène mauvaise humeur. Et il dit, ça, c'est une vieille tante que j'aimais pas. Alors que c'est elle. Bon, ça, je vous en parlerai si j'ai le temps. Et puis ça c'est un peu le raccourci de ma présentation. Vous retrouvez l'homme à la barbe magnifique qui étudiait des syllabes sans signification. Ici, on avance hein, dans notre discipline. Vous voyez que le cerveau est de plus en plus présent.
Mais on reste à étudier des souvenirs individuels. La mémoire, c'est ma mémoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ma mémoire. Et puis de plus en plus, c'est la diapo que j'ai sautée tout de suite, on va s'intéresser à comment cette mémoire va se construire. Bon, la journée d'aujourd'hui, là, vous êtes tous entre vous, vous discutez, c'est très important. Vous échangez, et en fait, votre mémoire, elle fonctionne comme ça. Votre mémoire, elle est partagée.